Ravi d'être parmi vous, avec vous, pour réfléchir à une question à laquelle peut-être Sarah va nous aider de répondre, en tout cas à l'éclairer. Faut-il détester des intellos? Vaste question. On pourrait d'ailleurs se dire, qu'est-ce que les intellos viennent faire dans cette affaire pour parler de la connerie? C'est pas une évidence. Pour certains d'entre vous, c'est peut-être une évidence. Pour d'autres, peut-être pas du tout. Il y a peut-être, c'est contre-intuitif aussi. On est dans un pays qui, vous savez bien, est connu pour, même si c'est un peu caricatural, aimer les idées, comme on dit. La figure de l'intellectuel, qui est une figure historique, ancrée dans le paysage historique français, est une figure quand même assez sacralisée. Et voilà. Et donc, j'imagine que même cette question-là divise cette salle. J'imagine que dans cette salle, on pourrait faire un petit sondage rapidement. Je pense que beaucoup diraient oui, d'autres non. C'est difficile à dire. Peut-être qu'on peut se dire aussi, c'est que peut-être en chacun d'entre nous, cette question-là divise et qu'on est tous, j'imagine, en fonction de nos affects, nos préférences politiques, nos intérêts, prêts à aimer beaucoup d'intellectuels et en détester d'autres. Et je pense que on le mesure tous les jours dans le débat public et que je pense que chacun est traversé par ces contradictions et par ces tensions. Alors Sarah, précisément, je ne t'ai pas présenté, mais c'est important de le rappeler. Donc, tu es maîtresse de conférences en littérature. Enfin, tu travailles sur le rapport entre la littérature. On se tutoie parce qu'on s'est déjà rencontré plusieurs fois dans les rencontres. Désolé, c'est venu spontanément. Je ne sais pas. Bon, tu travailles sur le travail entre la littérature et la politique, les idéologies, et tu as fait et publié un livre il y a maintenant 2-3 ans, en 2009, aux éditions du Seuil, qui s'appelle La haine des clercs, sur l'anti-intellectualisme en France. Et donc, tout ton travail, en effet, a été de reparcourir cette tradition anti-intellectualiste qui est en fait très ancienne, puisqu'elle remonte au moins au milieu du 19e siècle, on va en parler tout à l'heure bien sûr, et c'est vrai que c'est une tradition qui semble un peu réactivée aujourd'hui, en tout cas ça sera peut-être un des enjeux du débat tout à l'heure, c'est en quoi cet anti-intellectualisme aujourd'hui est particulièrement peut-être nerveux, assez fort, et c'est vrai que plein de livres dans l'histoire des sciences humaines français donnent le signe de la force de cet anti-intellectualisme. Je peux en citer quelques-uns très connus. Le livre de Julien Béda, La trahison des clercs, ça date de l'avant-guerre. Mais on pourrait évidemment citer aussi L'opium des intellectuels de Raymond Aron, en 1955. Le tombeau de l'intellectuel de Jean-François Lyotard, ça c'est à la fin des années 60, au début des années 80. Ou même Les intellocrates de Patrick Hamon et Wautman, qui était une enquête un peu sur ce million des intellocrates. Voilà. On voit bien que les intellectuels ont toujours suscité, en même temps que de l'admiration, du rejet, et que c'est une tradition ancienne. Roland Barthes, dans ses mythologies, consacrait un chapitre aux intellectuels, je crois que ça s'appelait Robert Poujade et les intellectuels, qui était une manière pour lui de rappeler aussi que l'anti-intellectualisme avait, disons, une tradition plutôt populiste d'extrême droite. Et donc, c'est pas un hasard que le livre s'appelle Mythologie, donc on voit bien que cet anti-intellectualisme est bien une mythologie. Mais le travail de Sarah Almatari est passionnant précisément parce qu'elle nous rappelle que c'est beaucoup plus compliqué que ça, et que cet anti-intellectualisme n'appartient pas uniquement, disons, à un courant de pensée d'extrême droite ou de droite, etc. Il vient aussi de la gauche et que d'une certaine manière, il est partagé forcément de tous les camps. On va en parler tout à l'heure, bien sûr. Juste pour dire que peut-être, moi, ce que je trouve assez frappant, c'est qu'il y a une récurrence, en effet, de cette tradition-là. Julien Gracq parlait des intellectuels comme des poseurs bavards. Ça, c'était après-guerre. Mais Jacques Séguéla, je ne sais pas si on peut dire que c'est un grand intellectuel, mais disait récemment qu'un con qui marche valait mieux que 10 intellectuels assis. Donc, on voit bien que cette tradition-là, elle est quand même encore assez ancrée, notamment sur le fait que l'intellectuel serait toujours cette personne un peu déconnectée du réel, dégagée du pragmatisme, complètement dans une sorte de stérilité spéculative, et que c'est, je pense, un des motifs évidemment importants de ce rejet. Sarah, je vais te laisser la parole parce que je pense qu'on pourra en discuter après avec vous pour essayer de nous éclairer sur cette histoire-là et sur cette vitalité de cette tradition anti-intellectualiste. Merci beaucoup Jean-Marie, et merci à Jacques Serrano et à toute l'équipe de cette semaine de me permettre à l'universitaire que je suis de dévoiler son côté pop, car dialoguer avec le grand public m'importe beaucoup, et je suis persuadée que ce qu'on associe parfois un peu rapidement au populaire fait partie de la culture, non seulement comme objet de savoir, mais aussi comme puissance créatrice de savoir. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi d'ouvrir cette intervention par un extrait d'un blockbuster réalisé en 2008 par Andy Tennant, Fool's God, L'amour de l'or, un long métrage qui oscille entre comédie romantique et film d'aventure, où les héros sont incarnés par Kate Hudson et Matthew McConaughey.
Ils forment tous les deux un couple qui bat de l'aile après avoir recherché en vain une épave contenant un trésor. Et les deux personnages sont séparés quand Matthew McConaughey croit enfin toucher au but et essaie de convaincre son ancienne partenaire, qui a repris ses études d'histoire, de l'accompagner à nouveau sur le terrain. Je ne sais pas si vous avez vu cette comédie, elle est en ce moment sur la plateforme Netflix, peut-être qu'on n'a pas le droit de citer les plateformes, mais pour ceux qui ne l'ont pas vue, peut-être que la régie peut nous projeter un extrait. Et tu vas nous la sortir combien de temps encore, ton idée débile de reprendre tes études? Tu veux faire de l'histoire? C'est dans l'océan que ça se passe, madame. Toi, tu veux passer ta vie dans une pièce sombre, à prendre des notes et à écrire des bouquins sur ce qu'un vieux schnock aux cheveux blancs dans une autre pièce sombre a démoulé de sa tête à propos de choses que tu as vues en vrai, que tu as touchées, et puis retiré du sable où elles étaient enterrées. Mon œil. Pourquoi j'ai choisi cet extrait? Bon, d'abord parce qu'on est nombreuses, je crois, à aimer Matthew McConaughey, mais bon, là, c'est pas exactement le thème. Non, nombreuses et nombreux, oui, pardon. Mais surtout parce que la fiction, là, donne, me semble-t-il, à voir un anti-intellectualisme ordinaire, un anti-intellectualisme que nous portons tous en nous et que nous mobilisons quand nous voulons faire valoir notre expérience. Cette scène se prête en outre à une lecture genrée. L'homme est, vous l'avez vu peut-être, pieds nus, trempé. Il porte un t-shirt psychédélique, un imprimé californien dit tie and dye. La femme, elle, est habillée comme il faut, comme l'exige un rendez-vous important, puisqu'elle sort du jugement de leur divorce. Et son ex-mari lui reproche de vouloir reprendre les études d'histoire qu'elle a abandonnées quand il l'a convaincue de partir à la chasse au trésor. C'était pendant le spring break, c'est-à-dire pendant ces vacances où, aux États-Unis, souvent avant les examens terminaux, beaucoup d'étudiants se lâchent. Alors, je vais vous citer la version doublée en français, pas seulement pour vous épargner mon accent anglais, mais parce qu'il me semble que la traduction est assez fidèle à l'original et qu'elle dit beaucoup de l'imaginaire attaché dans notre langue à l'anti-intellectualisme. On a là un catalogue de stéréotypes. L'idée même, et ce n'est pas un hasard si c'est le mot « idée » qui est utilisé, l'idée même de reprendre des études pour devenir docteur et enseigner semble débile au personnage incarné par Matthew McConaughey, c'est-à-dire stupide. Et par une forme de renversement, c'est l'université qui est placée du côté de la bêtise et de la faiblesse, puisque je vous rappelle que l'adjectif débile signifie d'abord qui manque de force. Le personnage de Matthew McConaughey est à l'inverse, placé du côté de la force, et pas n'importe quelle force, la force virile. L'avocate de sa femme vient d'ailleurs de préciser à cette dernière « Vous l'avez épousé pour le sexe, et en plus, vous voudriez qu'il ait un cerveau ». Mais pour le héros, on comprend, l'intelligence est d'abord physique, elle se manifeste sur le terrain, au contact de la nature, la mer, le sable, le soleil, dans ce qu'il considère comme la vraie vie. La chasse au trésor lui semble le contraire de la recherche savante, qu'il imagine comme l'enfermement, je le cite, dans une pièce sombre, à prendre des notes et à écrire des bouquins sur ce qu'un vieux schnock aux cheveux blancs dans une autre pièce sombre a démoulé de sa tête. Jeune et bronzé, Matthew McConaughey se pose en homme d'action contre l'intellectuel forcément âgé et hors du coup. Et je vous rappelle que schnock désigne un imbécile ou un fou. Et là, on retrouve l'inversion que j'ai notée tout à l'heure. Le travail intellectuel, tel que Matthew McConaughey le présente, serait fait de médiation. On ne penserait pas par soi-même, mais écrirait sur ce que quelqu'un d'autre a pensé, ou plutôt, comme il le dit, démouler de sa tête. Je voudrais m'arrêter sur cette image, parce que c'est une image presque scatologique, utilisée dès le XIXe siècle pour désigner le formatage académique. Cette image, on la retrouve chez un autre capitaine, Haddock, dont l'une des insultes favorites est « moule à gaufre », une expression qui a longtemps désigné le corsetage scolaire des esprits. Alors, il y aurait évidemment des choses à dire sur les relations d'abord conflictuelles qu'entretient chez Hergé ce vieux loup de mer avec le professeur Tournesol, notamment dans la bande dessinée Le Trésor de Rackham le Rouge, encore une histoire de chasse au trésor d'une certaine manière, où Haddock traite Tournesol d'analphabète et de crétin des Alpes. Vous voyez, qui perpétue le renversement que j'ai déjà noté. Alors on sait qu'une véritable amitié naîtra finalement entre les deux personnages, le capitaine Haddock et le professeur Tournesol. Mais est-ce que la méfiance qu'inspirent de prime abord les intellos au capitaine Haddock se justifie?
je vais peut-être décevoir Jacques Serrano et d'autres dans la salle, mais je ne suis là, à mon avis, ni pour en juger, ni pour prescrire une quelconque opinion. Ce que je me propose, c'est plutôt de faire un peu d'histoire, comme le personnage incarné par Kate Hudson à l'écran, qui me ressemble finalement pas mal, évidemment, hormis la superbe chevelure blonde. La détestation des intellectuels est au cœur de l'essai d'histoire de l'anti-intellectualisme que j'ai publié en 2019 et qui s'intitule « La haine des clercs ». Je voudrais revenir sur ce qui m'a poussé à écrire ce livre. D'abord, un constat. Le constat qu'on présente souvent la France comme la patrie des intellectuels, notamment en raison de l'engagement de plusieurs d'entre eux durant l'affaire Dreyfus. Mais il faudrait évidemment rappeler qu'il y a aussi des intellectuels, au sens le plus strict, dans le camp anti-Desfrusards. Or, faire de la France la patrie des intellectuels a tendance à occulter le fait que les intellectuels, ceux qui sont censés faire un usage professionnel de l'intelligence, sont une cible privilégiée dans notre pays depuis la Révolution, aussi bien à gauche qu'à droite. J'étais également frappée, alors que nombre d'ouvrages ont été consacrés ces dernières années à la bêtise, qui est devenue un segment porteur, et je dirais y compris sur le plan éditorial, les études sur la critique de l'intelligence restent rares ou spécialisées. On peut citer tout de même l'intéressant travail que Pierre City a consacré en 2000 à cette période de la fin du XIXe siècle sous le titre « La mésintelligence, essai d'histoire de l'intelligence française du symbolisme à 1914 ». C'est paru à Saint-Étienne. La réflexion sur la bêtise est évidemment indissociable de celle sur la supposée intelligence. Et là, je parle sur le contrôle de Françoise Gaillard. Et il faut rappeler que si Flaubert raille la bêtise dans Bouvard et Pécuchet ou dans le dictionnaire des idées reçues, il écrit aussi dans le catalogue des idées chics qu'en société, il est bon de, je cite, « rire d'efforts en thème ». Est-on réunis ce soir pour en rire? Ou passerons-nous, au contraire, pour des intellos qui dissertent sur la connerie? Je ne sais pas. Où sont les cons dans cette affaire? En tout cas, mon propos va consister à souligner la complexité et la réversibilité des positions. Alors, je voudrais dire quelques mots de moi, peut-être, et de mon parcours biographique, qui me place finalement aussi dans un entre-deux, puisque je suis normalienne et agrégée, enseignante-chercheuse, ce qui pourrait laisser supposer une défense corporatiste des intellectuels, ce que d'ailleurs certains esprits chagrins dans les recensions de mon livre ont fait. Ils ont dit « Ah oui, bon, c'était surtout vraiment à droite et à l'extrême droite. Encore un livre de défense des intellos par une intello, enfin bref. » Ils n'ont pas lu le livre, évidemment. Je suis aussi fille d'ouvrier et très attentive aux griefs qui ont pu être formulés contre les élites, et notamment récemment dans le cadre du mouvement des Gilets jaunes. En m'intéressant à l'histoire de l'anti-intellectualisme, je l'ai découvert dans sa variété. Il ne recouvre pas, loin de là, un pur refus de la pensée, de la culture, de la raison ou de l'intelligence, mais défend plutôt un type d'éducation qui ne s'appuierait pas sur ce que je désignerais, faute de mieux, par un anglicisme, l'académie. Donc l'anti-intellectualisme, c'est surtout une réflexion sur les possibilités d'une éducation, et je dis bien éducation et pas instruction, hors de l'académie. À gauche, ce projet a une vocation égalitaire, ce qui n'est pas le cas à droite. Mais de part et d'autre, l'anti-intellectualisme soutient le projet d'une autre société. Je n'ai pas focalisé mon attention sur l'anti-intellectualisme populaire, qui est difficile à saisir, même si on en trouve notamment trace dans la chanson. Et je vais vous donner deux exemples de part et d'autre du spectre. En 1976, dans « Je suis pour », une chanson où il défend la loi du talion, Michel Sardou fait rimer avec « débile » la position « les philosophes, virgule, les imbéciles ». Plus proche de nous, et je n'oublie pas qu'ici c'est Marseille, bébé, j'avais dit que je la placerais. La rappeuse Kenny Arcana dénonce les pseudo-intellectuels du rap et la marchandisation du genre quand elle ne reproche pas aux philosophes occidentaux de cautionner les catastrophes sociales. Je pense à deux titres, Le missile est lancé, 2005, et Cynisme vous a tué, 2012. Mais la vérité, c'est que dans mes recherches, je me suis essentiellement appuyée sur des sources imprimées du 19e et du 20e siècle, un type de support qui diffuse une véritable culture anti-intellectualiste. Ça peut paraître un paradoxe, mais ça n'en est pas un. Car le discours anti-intellectualiste s'appuie sur le livre, sur le journal, et emprunte une rhétorique qui est celle de la culture savante qu'elle dénonce.
Ce qui est particulièrement remarquable en France, c'est que l'anti-intellectualisme dont nous gardons la trace émane surtout d'individus qui pourraient eux-mêmes être tenus pour des intellectuels. Ils sont journalistes, essayistes, romanciers, etc. Évidemment, ils ne se reconnaissent pas comme intellectuels, même si objectivement, ils le sont pour la plupart. Pour eux, l'intellectuel, c'est l'ennemi, vous l'avez compris. Mais ils ne peuvent rejeter complètement l'intelligence, parce que rejeter l'intelligence, ce serait délégitimer leur propre discours, ce serait nier qu'ils ont une pensée, ce serait passer pour des cons. Et personne n'a envie de passer pour un con. Donc ces anti-intellectualistes préfèrent défendre une autre définition de l'intelligence. Intelligence concrète, plutôt qu'abstraite, fondée sur le réel, fondée sur les faits, le contraire de ce qu'ils nomment la spéculation ou la ratiocination, qui pour eux tourne à vide. Une série d'oppositions imaginaires sont liées à ce partage. L'intelligence abstraite est associée au ciel, au vent, aux nuages, et de ce point de vue, la comédie grecque Les Nuées, 5e siècle avant Jésus-Christ, où Aristophane met en scène un personnage qui incendie le pensoir où Socrate et ses disciples méditent loin de la lumière, est une référence de nombreux anti-intellectualistes jusqu'à nos jours. C'est intéressant, on voit dans cette référence ancienne que l'imaginaire qui est mobilisé dans le film avec Kate Hudson et Matthew McConaughey est déjà présent. Contrairement à ce qu'on croit souvent, tous les anti-intellectualistes ne valorisent pas l'inconscient, l'instinct, la sensation. Un très grand nombre se réclament de la raison. Et c'est vraiment sur ces anti-intellectualistes-là que j'ai choisi de me pencher dans mon livre, plutôt que sur un anti-intellectualisme qui me semble un petit peu mieux connu, bergsonien, instinctiviste, populiste, etc. Il en est évidemment aussi question, mais ce qui m'intéressait, c'était cet apparent paradoxe des anti-intellectualistes qui se réclament de la raison. Les polémiques autour de la définition de la ou des intelligences sont, en France, au cœur des débats sur la démocratie. Beaucoup d'anti-intellectualistes s'opposent à la définition bourgeoise, libérale de la démocratie délibérative parlementaire, rapidement présentée comme un régime où les rhéteurs ont la part belle. Et il est vrai que la Révolution française a porté au pouvoir des avocats, des pédagogues, des journalistes, des écrivains. Par glissement, les porte-paroles du peuple vont être assimilés à de beaux parleurs, incapables d'agir. Cette critique des rhéteurs est au cœur de la pensée de Pierre-Joseph Proudhon, souvent considéré comme le père de l'anarchisme. C'est une figure complexe, peut-être qu'on pourra y revenir dans la discussion. À partir des années 1840, son œuvre montre comment le préjugé de l'inégalité potentielle des intelligences, né de la valorisation religieuse et philosophique de l'âme au détriment du corps, a justifié l'oppression du peuple. De ce préjugé découle en effet une hiérarchie économique et politique où les travailleurs intellectuels sont dits supérieurs aux travailleurs manuels. Proudhon considère au contraire que les travailleurs manuels font preuve d'une intelligence qui ne relève pas simplement de la main, qui n'est pas que force ou habileté. Dès 1848, il estime, je le cite, qu'il faut 100 fois plus d'intelligence pour construire une machine à vapeur que pour écrire 100 chapitres de Joseph Balsamo, allusion à un roman d'Alexandre Dumas. Près de 15 ans plus tard, Proudhon écrit, je le cite encore, « Celui qui a son idée dans le creux de la main est souvent un homme de plus d'intelligence, en tout cas plus complet que celui qui la porte dans sa tête, incapable de l'exprimer autrement que par une formule. » Proudhon va jusqu'à affirmer que le caractère extrêmement complet de l'intelligence sollicitée par les travailleurs rend les manuels supérieurs aux intellectuels. Pour lui, la théorie naît de la pratique. Encore une citation, « Toute connaissance, y compris la métaphysique, est sortie du travail et doit servir d'instrument au travail. » Dans la pensée de Proudhon, si l'ouvrier comprenait quelle place il occupe, non seulement dans l'ordre des métiers, mais dans la société, le labeur serait moins abrutissant, voire carrément émancipateur. Mais hélas, ce n'est pas le cas, d'où la misère, qui procède, selon Proudhon, d'une organisation aberrante du travail, organisation aberrante que la Révolution française n'a pas changée. Bon, ça, c'est important parce que la Révolution française apporte une forme
d'égalité politique, de justice politique, mais elle n'apporte pas l'égalité sociale. Ce qui explique aussi que Proudhon soit contre la démocratie parlementaire telle qu'elle s'est développée, mais évidemment pour une démocratie sociale où l'égalité ne serait pas un vain mot. Il espère qu'un jour, ce qu'il appelle une éducation intégrale rapprochera l'école de l'atelier, les intellectuels des manuels, et que finalement, les individus seront plus complets. Alors l'éducation, il faut en dire un mot. Cette éducation dont j'ai dit en introduction que les anti-intellectualistes la préféraient à l'instruction. Évidemment, elle est au cœur de leur réflexion. Ils s'accordent tous à dire que l'école, avant même que la République en fasse une institution centrale, ne peut se charger de l'éducation. En tout cas, ne peut se charger de toute l'éducation. À une époque où l'accès au baccalauréat est limité à une infime minorité, le diplôme suscite frustration et raillerie. Et je vais vous donner un exemple, celui du jeune Zola. Le jeune Zola qui vient de rater son bac aux 2 sessions de juillet et octobre 1859 et qui exprime son dépit dans une lettre à un camarade qui, lui, a réussi. Je cite : « Sans diplôme, point de salut. Si vous êtes un sot portant cet engin formidable, vous avez de l'esprit. Si vous êtes un homme de talent et que la faculté ne vous ait pas donné un certificat de votre intelligence, vous êtes un sot. » Fin de citation. Alors Zola, évidemment, va s'engager en faveur d'un enseignement laïque et moderne, plus tard, mais il va manifester dans plusieurs de ses romans, dont Madeleine Ferrat, 1868, peut-être assez peu connu, et Au bonheur des dames, plus connu, 1883, la méfiance que lui inspirent les philosophies abstraites et les hiérarchies scolaires. Et on a dans ces romans des personnages de professeurs qui sont vraiment égratignés, et au contraire des personnages d'entrepreneurs qui n'ont pas d'études, qui sont parfois même d'ailleurs d'anciens cancres, mais à qui tout réussit. Il est évident que Zola il s'identifie à ce personnage de l'entrepreneur, faisant lui-même œuvre d'entrepreneur quand il bâtit son grand cycle des Rougon-Macquart. Alors, vous le voyez, avant de devenir le grand Dreyfusard qu'on connaît, le chef de file de ceux qu'on nomme alors les intellectuels, Zola s'est montré volontiers anti-intellectualiste, et je sais qu'il y a des spécialistes de Zola qui ne m'ont pas pardonné d'avoir formulé cela. Pourtant, ça n'est pas bien méchant. Parmi les premiers défenseurs du capitaine Dreyfus, on trouve aussi l'écrivain Charles Péguy, déçu par l'opportunisme de certains de ses anciens compagnons de lutte. Il va incriminer ce qu'il appelle le parti intellectuel. Et cette expression de parti intellectuel va faire florès après lui, aussi bien à gauche qu'à droite. Alors qui est Péguy ? C'est un républicain, un socialiste. Il déplore la dégradation des anciens idéaux dreyfusards, et notamment le fait que ce qu'il considère comme la culture véritable soit remplacé par une série de propositions politiques et intellectuelles. Une dégradation qui correspond, selon lui, à la transformation des pensées organiques en idées logiques. On cite souvent, en fait, la formule de la dégradation, de la mystique en politique, etc. Mais je voudrais plutôt insister sur ce rapprochement-là, en fait, la transformation des pensées organiques en idées logiques. Péguy est revenu à la fois de son enfance, autour de 1907, il est redevenu catholique, mais je précise, c'est très important, hors de l'Église, hors des sacrements. Il est lecteur de Bergson, et il espère qu'en conciliant la raison et l'intuition, la pensée et l'action, on résoudra la crise que traversent, selon lui, la science et le socialisme. Il renonce à son statut de normalien pour ouvrir une librairie. Donc il est dans l'action, une librairie militante en plus. Librairie qui est sauvée de la faillite par d'anciens camarades, parmi lesquels le sociologue François Simian, donc un intellectuel. Péguy lui confie, en toute amitié, qu'il aimerait créer une revue socialiste grand public, ce qu'il appelle un journal vrai, où tous les contributeurs, intellectuels et manuels, recevraient un salaire équivalent. Simian se moque de lui. Il juge que cela reviendrait à monter, je cite, « une revue pour les imbéciles ». Or, évidemment, Péguy est vexé, car il aime se présenter, Péguy, comme un imbécile. Pour lui, l'imbécile, c'est le contraire de celui qui fait le malin. C'est le type, alors, celui qui fait le malin, c'est le type même de l'homme moderne,
que Peggy déteste, l'homme qui pense qu'il a tout compris alors qu'il est incapable de croire à quoi que ce soit. Et là, je voudrais vous livrer une citation de Peggy, extraite de Notre jeunesse, un texte de 1910. Peggy raille dans ce texte, je cite, « Le monde des intelligents, des avancés, de ceux qui savent, de ceux à qui on n'en remontre pas, de ceux à qui on n'en fait pas à croire. Le monde de ceux à qui on n'a plus rien à apprendre. Le monde de ceux qui font le malin. Le monde de ceux qui ne sont pas dupes, des imbéciles, comme nous. C'est-à-dire le monde de ceux qui ne croient à rien, pas même à l'athéisme, qui ne se dévouent, qui ne se sacrifient à rien. Exactement le monde de ceux qui n'ont pas de mystique. Et qui s'en vantent, qu'on ne s'y trompe pas et que personne par conséquent ne se réjouisse, ni d'un côté ni de l'autre. Le mouvement de dérépublicanisation de la France est profondément le même mouvement que le mouvement de sa déchristianisation. » Fin de citation. Alors, je reviens au projet de journal vrai qu'avait Peggy. Il ne l'abandonne pas et ce périodique s'appellera Les Cahiers de la Quinzaine. Dans ce périodique, il va se placer du côté des instituteurs et des éditeurs militants, en homme de terrain, par contraste avec les universitaires qui aspirent à devenir des intellectuels d'État. Et il va reprocher à ces derniers de substituer à la joie du partage une relation mécanique fondée sur l'influence interpersonnelle de haut en bas. Donc un rapport de maître à élève comme ça qui est très vertical et quelque chose qui est mécanique et non pas organique comme il l'aimerait. Ce que Peggy souhaite, c'est un maître chrétien. Mais attention, quand il parle de maître chrétien, sa définition est éthique. Et ce maître peut très bien être un laïc. Et ce maître chrétien, Peggy l'oppose à la figure de l'arriviste, qui est incarnée pour lui par Gustave Lançon, un historien de la littérature qui s'avère être l'arrière-grand-père du professeur Raoult. Non, mais c'est assez drôle, en fait, de savoir que le professeur Raoult est issu, en fait, de cette lignée. Et c'est aussi drôle de rappeler, me semble-t-il, les griefs de Peggy, alors sans doute avec un peu de ressentiment. Peggy reprochait à Gustave Lançon de ne pas aimer ses élèves ou de ne pas avoir aimé ses élèves quand il enseignait en lycée, quand il enseignait dans le secondaire. Lançon fait partie de ces professeurs de la Sorbonne que Peggy décrit en arriviste dans 2 pamphlets que je vous recommande, L'argent et l'argent suite, 1913, qui dénonce une alliance entre le positivisme et le capitalisme. Alors évidemment, ces universitaires ne sont pas des cons, hein. Gustave Lançon est immense, nous sommes encore, nous, professeurs de lettres, ses héritiers. Mais d'après Peggy, ces universitaires de la Nouvelle Sorbonne, comme on disait à l'époque, sont insensibles aux singularités car ils n'envisagent la science que comme une machine à produire des classements, des lois, des généralités. Or, pour Peggy, toute approche véritablement intellectuelle est nécessairement particulière et toute approche intellectuelle ne peut ignorer les exceptions. Donc, au lieu de mettre en système, il aimerait que les historiens et les sociologues s'intéressent au privé, à l'individu, et notamment à l'individu issu du peuple. Autant de suggestions que l'école des annales et ses successeurs suivront, sans se réclamer de Peggy. Je reviens à l'affaire Dreyfus. Peggy et Zola ont affronté pendant cet épisode le nationaliste Maurice Barrès. Ce dernier fait profession d'anti-intellectualisme, alors même qu'il a été l'un des premiers à utiliser le mot intellectuel en bonne part. Son discours, quand on le regarde sur le long terme, est, me semble-t-il, caractéristique de la réversibilité des positions et des arguments, puisque Barrès est, selon les périodes et selon les combats, tantôt intellectualiste, tantôt anti-intellectualiste. Il va par exemple passer de l'auto-analyse à l'apologie populiste de l'instinct, des attaques contre les universitaires dreyfusards à la promotion des recherches scientifiques après la Grande Guerre. On retient souvent de lui ce jugement de 1896. L'intelligence, quelle très petite chose à la surface de nous-mêmes et peu significative. Mais on oublie qu'il avait déclaré 5 ans plus tôt, je cite, « Il n'y a pas à dire, les gens ayant une intelligence un peu vigoureuse sont tout de même plus intéressants que les artistes attitrés. » Et puis, savez-vous que Henry Heine n'est un poète si émouvant que par les qualités qui font en même temps de lui l'un des plus profonds penseurs de ce siècle.
Donc le Barès, déclaré prince de la jeunesse symboliste, est occulté, à nos yeux, par le Barès nationaliste et antisémite qui a opposé ce qu'il appelait l'intelligence française au singulier aux intelligences juives au pluriel. Et vous voyez que dans cette expression qu'il utilise, le pluriel révèle le fantasme de la prolifération. D'autres nationalistes s'invitent au débat sur l'intelligence, dont il ne compte pas laisser le monopole aux intellectuels. Et c'est le cas du contre-révolutionnaire Charles Maurras, qui, dès 1902, donne à lire les articles qui formeront plus tard l'avenir de l'intelligence, un ouvrage qui témoigne de son influence bien au-delà du cercle du mouvement d'action française qu'il a contribué à créer. Dans ce livre, Maurras, qui, contrairement à Barès, lequel est resté républicain, est un monarchiste, oppose au rationalisme solipsiste des Lumières un positivisme pratique, une intelligence qui prendra en compte les nécessités vitales, ce qu'il appelle l'empirisme organisateur. Alors qu'est-ce que l'empirisme organisateur selon Maurras? C'est une intelligence réservée à quelques élus. En fait, une intelligence non démocratique, c'est ça qu'il faut comprendre. Une intelligence réservée à quelques élus, au contraire de la raison jacobine, née de ce cartésianisme qui, en expliquant le monde, l'a rendu accessible à tous, et notamment à la masse. Je vous cite un extrait peu connu de Maurras. « Il est aisé de montrer que rien au monde ne résiste à une analyse un peu vive de la raison. Manger, boire, dormir, quoi de plus ridicule, quoi de plus insensé. Ce sont des actes déraisonnables, mais nécessaires, et exigés par l'instinct de conservation. Qui voudrait interdire de bouger sous prétexte que la philosophie n'a encore donné aucune théorie acceptable du mouvement ?» Fin de citation. Pour autant, c'est bien de la raison que se réclame Maurras, comme, au même moment, à l'autre bout du spectre politique, les anarchistes individualistes qui considèrent les intellectuels comme des parasites. Leurs motivations sont tout autres. Elles sont égalitaires et elles ne reconnaissent pas dans la démocratie républicaine qui a fait de l'école son église un modèle. Beaucoup d'anarchistes préfèrent instruire leurs enfants à domicile plutôt que de les envoyer à l'école laïque. Une école qui, pour eux, est un instrument de propagande parce qu'elle fabrique de bons petits soldats de la République au sens propre comme au sens figuré. Évidemment, les anti-intellectuels, les anarchistes sont souvent aussi antimilitaristes. Donc, loin de glorifier l'instituteur comme garant de la méritocratie, certains anarchistes y voient un embusqué. Ils répugnent à confier leurs enfants à ces faibles, esclaves de l'État, qui imposent des connaissances alors qu'il faudrait laisser les enfants libres d'observer, de faire leurs expériences, si possible, à l'air libre. Et là, vous voyez qu'on trouve nombre de revendications qui subsistent aujourd'hui dans l'enseignement alternatif. La lutte pour l'intelligence se fait plus rude pendant les 2 guerres mondiales. Et une véritable guerre des manifestes éclate en 1919. D'abord dans le Figaro, les Maurassiens, qui se déclarent pour un parti de l'intelligence, se positionnent contre Henri Barbusse et contre Romain Rolland, qui, eux, se placent du côté des travailleurs de l'esprit, c'est-à-dire dans une perspective internationaliste et pacifiste. Donc, vous voyez que le prétendu parti de l'intelligence se dresse donc contre le prétendu parti de l'ignorance et oppose au cosmopolitisme socialiste la volonté de redonner à la France son rayonnement culturel et politique. L'argument nationaliste étant ici, comme souvent, camouflé sous le préjugé de l'universalité des valeurs françaises, lesquelles valeurs françaises se confondraient avec la raison. Cet échange de manifestes va déboucher dans les années 20 sur ce que l'on a appelé le procès de l'intelligence, un procès auquel s'invitent les croyants. Il faut dire que la tentation anti-intellectualiste traverse déjà les évangiles, comme le rappelle Max Weber dans Économie et société. Petit extrait. Jésus connaît 2 péchés capitaux absolus. L'un, c'est le péché contre l'esprit que commet le scribe, qui méprise le charisme et ses porteurs. L'autre, c'est de dire « imbécile » à son frère, l'orgueil de l'intellectuel envers le pauvre d'esprit. Fin de citation. Alors, je ne vais pas ici détailler les débats complexes autour des manières de connaître Dieu,
connaissance par le cœur, connaissance par la raison, connaissance par le cœur et la raison. Tout ça est vraiment très complexe, donc je vous l'épargne. Mais ces querelles théologiques se superposent aussi à des désaccords politiques qui permettent aux démocrates chrétiens de régler leurs comptes, notamment avec les Maurrassiens. C'est également dans l'entre-deux-guerres qu'un catholique comme Georges Bernanos développe une œuvre où, indépendamment des genres, puisqu'il pratique aussi bien la presse, le roman, le pamphlet, la correspondance que le journal, hein, ce n'est pas un journal intime, mais ça va être publié. Bernanos s'en prend à des professeurs au sens péjoratif, enfin à tous les professeurs au sens péjoratif de sectateurs. Et donc dans ce terme de professeur, il englobe des médecins, des psychologues, des religieux, des universitaires, des journalistes et bien entendu des écrivains, notamment les écrivains professionnels auxquels il ne va jamais, lui, s'identifier, même lorsqu'il vivra de sa plume. Chez lui, une vaste analogie assimile les scribes complices de la crucifixion du Christ, les juges de Jeanne d'Arc, les petits bourgeois intellectuels libéraux de 1830 et, après 1945, je cite, « l'intellectuel de masse, simple exécuteur des hautes œuvres de la propagande du Parti communiste, et qu'une telle fonction place un peu au-dessous du bourreau. » Qu'est Bernanos? C'est un ancien cancre, mal orienté par ses professeurs, pourtant des religieux. Hein, il est pour l'éducation religieuse, mais il reproche à ses professeurs de l'avoir mal orienté. Un ancien militant d'Action française, Camelot du Roi, et il va opposer dans son œuvre l'esprit à la lettre, la conscience à l'intelligence, les chrétiens libres à l'Église. Ses ennemis, et ça peut surprendre chez un lecteur des évangiles, il les nomme précisément imbéciles. Sous sa plume, l'imbécile, c'est l'arrogant qui croit savoir alors qu'il ne sait rien. Et on peut se demander s'il n'y a pas aussi de l'arrogance chez Bernanos, qui prétend distinguer le bon grain de l'ivraie, comme s'il était Dieu. Alors si l'on en croit Emmanuel Mounier, Bernanos entrouvrirait dans son dernier texte les portes de la communauté des justes à l'imbécile, et cette exclamation qui est récurrente chez lui, imbécile, serait, je cite Mounier, l'appel désespéré d'une fraternité jusqu'à la mort aux frères qu'aveugle un esprit mauvais. Mais enfin, le lecteur des textes de Bernanos des années 1940 ne peut que constater le mépris persistant de l'auteur pour ces imbéciles qui se laissent éblouir par le faux soleil de la modernité, qui croient au progrès scientifique et qui croient à l'argent plutôt qu'aux vertus chrétiennes. La plupart des hommes politiques du moment, d'après Bernanos, font partie de ces imbéciles. Je crois qu'il appelle même ça l'élite de l'imbécilité. Bernanos, il faut le dire, est rentré de la Grande Guerre avec plusieurs blessures et avec une décoration. Et dès cette époque, il dénonce les élites qui non seulement n'ont pas reconnu leur responsabilité dans le déclenchement du conflit, mais qui ont instrumentalisé depuis l'arrière l'héroïsme du poilu et de l'ancien combattant. De son expérience de soldat, Bernanos a tiré un roman magnifique, Sous le soleil de Satan, 1926, qui met en scène Donisan, un prêtre, en lutte contre le diable, incarné sous la forme apparemment anodine d'un maquignon, d'un vendeur de chevaux. Bernanos fait dans ce roman de ce personnage de Donisan un saint. Mais le personnage n'apparaît pas aux yeux des autres comme un saint, et même pas aux yeux des commentateurs du roman. Et Bernanos va dire ce sont des imbéciles. Il aurait compris à mon roman, ce sont des imbéciles. Alors qui est Donisan? C'est un paysan. Il est dépourvu d'intelligence, dépourvu de mémoire. Il est absolument réfractaire à l'étude. Il ne sait pas écrire sans rature, comme d'ailleurs Bernanos. Mais Bernanos va faire de la rature dans ses propres manuscrits le signe qu'il est un écrivain véritable, un écrivain qui est porté par une quête de vérité et qui, de ce point de vue-là, est dans une épreuve. Il lutte avec la littérature. Et à travers ce personnage de Donisan, Bernanos va s'en prendre à ceux qui n'ont pas tiré la leçon morale et métaphysique de la guerre et qui préfèrent la théorie à la connaissance. Or, pour lui, la connaissance, dans une acception théologique, c'est plus que l'intelligence conceptuelle. C'est l'intelligence plus l'amour, d'une certaine manière. C'est une connaissance plus complète que la raison cartésienne qui offre une compréhension élargie du réel puisqu'elle accepte le mystère. Alors, dans le roman, dans Sous le soleil de Satan, j'ai bientôt fini, Donisan acquiert le don de voir
dans les âmes. Et lui, pour qui toute prise de parole était une souffrance au début, va finir par devenir un confesseur recherché, un confesseur qui est capable non seulement d'écouter, mais aussi de trouver les mots dans un au-delà de l'éloquence. Sa parole, nous dit-on, est sans art. Et ce mot est très, très important parce que l'art, c'est, dans la tradition chrétienne, le signe du malin. La parole de ce prêtre s'oppose à celle d'un autre personnage, un autre prêtre qui s'appelle Sabirou. C'est un ancien professeur de chimie, ce n'est pas un hasard. Et son nom, Sabirou, évoque à la fois les sabirs, les jargons intellectuels, et puis peut-être une rousseur qu'on prête souvent au diable. Pour Bernanos, le pire des péchés, c'est d'essayer de plaire lorsqu'on parle ou lorsqu'on écrit. Lui, au contraire, prétend ne pas chercher à plaire et défend une parole qu'il veut frappante, vraie. Et ces deux modèles, ce sont la Bible d'un côté et de l'autre, la rhétorique pamphlétaire de son maître, Édouard Drummond, un antisémite notoire auquel il dédie en 1931 La grande peur des bien-pensants. Alors, progressivement, Bernanos va évoluer politiquement, et notamment à la fin de la guerre d'Espagne, il va s'éloigner de l'extrême droite, il va s'éloigner de Drummond et de l'Action française. Et après la Seconde Guerre mondiale, il va mobiliser depuis l'exil, puisqu'il est au Brésil, une rhétorique anti-élitaire, qui est à peu près la même que la première, sauf que là, il est devenu anti-pétainiste. Et ni les maurassiens, ni les communistes, ni même les intellectuels chrétiens ne lui semblent à même de relever la France, qui a été avilie, selon lui, par la défaite et par l'occupation. Que faire? Eh bien, pas grand-chose, si ce n'est peut-être écrire en mobilisant ce qu'il appelle une éthique de la responsabilité, puisque, en tant qu'écrivain catholique, il se considère comme un homme qui se tient pour responsable de ce qu'il écrit et qui doit donc dire la vérité, même si cette vérité est brutale. Petite citation avant de passer à mon dernier exemple. Face au totalitarisme marxiste et à ses valets, les intellectuels de masse, nous sommes décidés à ne pas sacrifier l'homme, écrit Bernanos dans un article du 2 avril 1947, face au totalitarisme marxiste. C'est donc son ennemi. Ce qui est intéressant de voir, c'est que 20 ans plus tard, l'Internationale situationniste, groupe d'avant-garde qui est créé, lui, par des marxistes, va manifester son anti-intellectualisme dans un pamphlet qui rencontre un grand succès et qui s'intitule « De la misère en milieu étudiant, considérée sous ses aspects économiques, politiques, psychologiques, sexuels et notamment intellectuels, et de quelques moyens pour y remédier ». Ce texte est très intéressant parce qu'il reformule un vieux désir d'abolition de la division sociale du travail qu'on trouvait déjà finalement chez Proudhon. Et ce texte va jouer un rôle très important dans les mois qui précèdent mai 68. Il dénonce dans la crise de croissance de l'université un symptôme de la perversion capitaliste et considère que l'étudiant participe du système qui l'opprime, notamment en adulant ses professeurs et en se trouvant de nouveaux maîtres, des maîtres que le pamphlet qualifie de vedettes de l'inintelligence et qu'il invective. Alors, on lit dans ce pamphlet que tous les professeurs sont des crétins. C'est une citation. Et je cite encore Althusser, Garaudy, Sartre, Barthes, Picard, Lefebvre, Lévi-Strauss peuvent bien aller au diable. Un autre texte de la même période alimente la révolte étudiante. C'est un tract qui est distribué à Bordeaux en avril 68, qui propose une autre définition de la culture. Je cite « Merde gargarisée à longueur de temps par tous les crétins pédants, entre parenthèses, voire professeurs ». Ce tract s'achève sur cette déclaration. « Étudiants, vous êtes des cons impuissants, cela nous le savons déjà, mais vous le resterez tant que vous n'aurez pas cassé la gueule à vos profs, enculé tous vos curés, foutu le feu à la faculté. » Fin de citation. Ce tract provocateur invite à dire « crève salope » à tous les représentants de l'autorité. Et Renaud, le chanteur Renaud, qu'on connaît bien, en tirera sa première chanson, « Crève salope », qui date précisément de 1968. Alors, puisqu'en France, tout finit par des chansons, nous le savons depuis Beaumarchais, au moins,
nous n'en avons pas fini avec la ritournelle anti-intellectualiste. Quelles leçons tirer du rapide parcours historique que j'ai brossé? Que la méfiance envers les élites a alimenté des violences qui ne se sont pas toujours cantonnées au langage, mais aussi que les conflits qu'elle a manifestés ont fait de notre démocratie ce qu'elle reste, tant bien que mal, un espace où s'expriment des voix contradictoires. Merci. Merci beaucoup Sarah pour cette lecture un peu historique et qui évidemment pose plein de questions. Et avant de vous donner la parole, peut-être quelques relances et tout, parce que c'est vrai que j'aurais envie peut-être c'est de te replacer, te retirer, enfin de te repositionner sur notre temps présent, parce que c'est vrai que c'est une question qu'on a envie de se poser aujourd'hui, et c'est vrai que tu citais le texte de l'inter-institutionniste, mais c'est vrai qu'aujourd'hui on a vraiment changé d'époque, enfin la place même de l'intellectuel, voire même son statut, voire sa définition elle-même a beaucoup évolué depuis le temps quand même, c'est vrai. Aujourd'hui, dans une période où, disons, les intellectuels sont à la fois moins statutaires, moins centraux, moins charismatiques, parce qu'il y a moins de grandes figures, comme on dit, comme il pouvait y en avoir dans les années 70, et en même temps, ils n'ont jamais été aussi nombreux, ils sont disséminés. Il y a aujourd'hui un monde intellectuel extrêmement vaste, créatif, un peu invisibilisé, un peu secret, c'est vrai, mais qui existe, qui est très fort, et qui est souvent d'ailleurs assez méprisé. Je me souviens, par exemple, il y a quelques années, d'un appel à la guerre contre l'intelligence, qui était un symptôme un peu aussi du monde universitaire, mais pas que, enfin du monde, disons, des intellos, pour le dire un peu vite, sur le mépris dont ils pouvaient aujourd'hui faire l'objet, et les récentes et perpétuelles querelles au sein de l'université contre les politiques éducatives, enfin en tout cas universitaires, extrêmement méprisantes à l'égard, et aussi un signe de ça. Donc je voulais juste comment toi tu situes aujourd'hui cet anti-intellectualisme un peu qui est compliqué à définir d'un seul bloc, parce qu'on voit bien qu'il a plein de ressorts, plein de traditions différentes, et aujourd'hui il semble assez politique aussi d'une certaine manière. Est-ce que ça te semble aujourd'hui un enjeu important de ce rejet-là? Oui, alors la dernière partie de mon livre porte sur ces enjeux contemporains. Tu as raison de dire qu'il y a une sorte à la fois d'émiettement de cette figure de l'intellectuel depuis les années 70 et de dissémination corollaire de l'anti-intellectualisme qui attaque de moins en moins, me semble-t-il, des figures particulières, sauf pour quelques figures médiatiques que beaucoup ne considèrent pas comme, entre guillemets, de vrais intellectuels. Je mets des guillemets, mais cette question du partage entre les vrais et les faux intellectuels, elle est vraiment capitale depuis le 19e siècle. C'est-à-dire que, par exemple, on va attaquer comme figure de l'intellectuel un Bernard-Henri Lévy. Sauf que pour beaucoup, Bernard-Henri Lévy ne fait pas vraiment partie des intellectuels. Donc, il y a toujours une Il fait partie de l'intellectuel médiatique. Il a inventé ce concept. Surtout des figures médiatiques qui vont être attaquées, alors que ceux qui pourraient, me semble-t-il, plus dignement se considérer comme en tout cas, peut-être pas des intellectuels, enfin, mais des gens qui exercent les professions intellectuelles, sont de plus en plus prolétarisés, de plus en plus écrasés par des politiques de la recherche qui sont dégradantes pour tout le monde. Et donc, aujourd'hui, il me semble que l'anti-intellectualisme, en fait, il se situe plutôt à ce niveau-là, dans la négation de l'utilité sociale des professions intellectuelles, et tu faisais allusion en fait à ce manifeste des Inrocks contre la guerre menée à l'intelligence. C'était à l'époque de Raffarin. Et Raffarin, qui s'était toujours dit, qui est un publicitaire, qui avait toujours valorisé ses connexions avec ce qu'il appelait la France d'en bas, avait à cette époque-là valorisé les buralistes notamment. Et donc c'est dans ce contexte-là de valorisation, comment on pourrait dire, vécu comme post-poujadiste de l'artisanat, des métiers de la main. Raffarin avait eu cette sortie sur le fait que l'intelligence de la main était plus importante pour lui que l'intelligence du cerveau, parce que la main est, je le cite encore, plus proche du cœur, etc. Et puis ensuite, évidemment, il y a eu Sarkozy qui, lui, a fait très fort, puisqu'il est, à ma connaissance, le premier président de la République à avoir manifesté
explicitement son anti-intellectualisme. C'est la première fois qu'on a un anti-intellectualisme d'État au sens strict, même si cet anti-intellectualisme avait été un petit peu perceptible pendant la guerre d'Algérie, mais sous d'autres formes. Et ce qui est très intéressant avec Sarkozy, c'est qu'on est à l'ère du show business. Donc il le déclare sur les plateaux télé en disant non, je ne suis pas un intellectuel. Ce qui est une citation d'ailleurs involontaire peut-être, mais de Maurice Barrès, de Scènes et doctrines du nationalisme. Donc voilà, là on a une sorte, comment dire, de mise en lumière médiatique de cet anti-intellectualisme, mais qui est corrélé à un effacement médiatique aussi de ceux qui pourraient se poser comme intellectuels et qui sont notamment les chercheurs et les savants. Et alors comment tu analyses par exemple ce que Emmanuel Macron a tenté de faire ces dernières années, par exemple en recevant à l'Élysée 65 intellectuels dans une sorte de grand show, comme ça, mise en scène, diffusée sur France Culture en direct, pendant 7 heures, 8 heures, je ne sais plus combien de temps, c'était une folie. Est-ce que c'est pour toi le signe d'une instrumentalisation comme ça, d'un pouvoir symbolique dont le politique aurait besoin aussi pour exister, parce que beaucoup d'intellectuels invités à l'Élysée se sont sentis un peu manipulés, hein, ils l'auront connu après coup. Beaucoup avaient refusé aussi d'ailleurs d'y aller, hein, donc chacun avait sa stratégie personnelle. Comment tu comprends cette manière d'aujourd'hui, dont finalement la figure de l'intellectuel, avec tout ce qu'on sait d'elle, dans sa fragilité, dans sa précarisation, reste malgré tout en France quand même une figure extrêmement valorisée d'une certaine manière politiquement. Il n'y a pas beaucoup de pays dans le monde où les intellos sont reçus comme ça en grande pompe. Oui, mais enfin c'est une mascarade, c'est évidemment une mascarade. D'ailleurs ce grand débat a fait pchit, qu'est-ce qu'il en est sorti? Non, pour moi ça n'avait qu'un but, c'était de prouver que Macron voulait se faire passer pour un intellectuel, en se mettant d'une certaine manière... en se mettant au même niveau que les autres, sauf que les autres, ils étaient combien, 80, tu dis 65. 65, ils étaient 65 quand lui, il était tout seul, il s'était bien préparé, on l'avait bien préparé aussi, et donc c'est une espèce de pugilat où finalement il avait réponse à tout, non voilà ce que j'en pense très très crûment. Est-ce que dans l'histoire que tu as comme ça explorée et dont tu nous as donné les grandes lignes, tu penses qu'il y a une spécificité française dans la place de l'intellectuel et du rejet de l'intellectuel? Parce qu'on dit souvent que la France a une particularité, je ne sais pas si elle est un peu folklorisée elle-même sur le fait que l'intellectuel est une figure comme ça un peu centrale de l'histoire. Beaucoup de chercheurs disent d'ailleurs, vivant à l'étranger, disent que quand ils viennent en France, ils sont surpris par la place que les querelles intellectuelles prennent, même j'allais dire dans l'espace médiatique, hein. Alors que dans beaucoup de pays, ce débat-là se cantonne à la vie des campus, etc. Là, elle s'étale un peu. Est-ce que tu as l'impression que c'est une particularité ou pas? Alors moi, je suis assez réfractaire à l'essentialisation, donc je ne dirais jamais que l'anti-intellectualisme est une passion française, comme on a souvent essayé de me le faire dire, mais pas plus que la France n'est le pays des intellectuels. Il me semble qu'elle est le pays des anti-intellectualistes. D'ailleurs, il y a des anti-intellectualistes partout, dans tous les pays. Ce qui était plus intéressant, me semble-t-il, c'est qu'ils avaient donné lieu à des livres. Il y a des livres sur l'anti-intellectualisme en Espagne, au Japon, au Québec, évidemment aux États-Unis et dans bien d'autres pays. Mais par contre, il n'y en avait pas sur l'anti-intellectualisme en France, qui dit surtout quelque chose en fait de l'importance symbolique que l'on accorde à ce mythe de la France patrie des intellectuels. Après, ce qui est sûr, c'est que la Révolution française, et j'ai essayé de le montrer au début de mon exposé, a donné une place assez spécifique à la figure du délibérateur qui va être caricaturé en rhéteur par ses adversaires. Donc c'est vrai que dans notre démocratie, oui, cette figure de l'intellectuel a une place importante. Tu parles dans ton livre beaucoup d'un ce que tu appelles un anti-intellectualisme positif, notamment tu fais référence au mouvement d'auto-émancipation populaire au XIXe siècle, ce mouvement ouvrier qui, comme ça, a décidé de se prendre en main pour créer des journaux, créer des structures pour s'émanciper, voilà, pour réinventer un autre monde, en tout cas... qui ne refusait pas le savoir ou l'école, mais qui voulait précisément la déplacer ou, disons, la réinventer. Est-ce que tu as l'impression que c'est une tradition aujourd'hui qui est encore vive et elle se situerait où ?
Oui, sans aucun doute. Je crois que la tradition des universités populaires qui sont nées dans le sillage de l'affaire Dreyfus est encore très, très vivace et qu'il y a une demande de culture, une demande de savoir qui est couplée aujourd'hui à la demande d'émancipation. Le mouvement des Gilets jaunes l'a vraiment bien montré, ça, il me semble. On a beaucoup caricaturé ce mouvement, on a beaucoup dit que c'était un mouvement d'analphabètes, de gens qui ne savaient pas, qui ne connaissaient pas l'orthographe, etc. Mais il faut voir aussi l'incroyable vitalité culturelle du mouvement, la création de slogans, des assemblées, la volonté de faire des cahiers de doléances, des réunions, les prises de parole, toutes ces choses-là, en fait. Et puis, un devoir quand même une volonté de s'instruire, de s'élever, de s'informer autrement aussi. On parle beaucoup en ce moment de la critique des médias, de tous les médias alternatifs. Alors oui, certaines sources peut-être ne sont pas valables, mais d'autres le sont, et ça me semble quand même bien en fait qu'elle puisse exister. Donc oui, une tradition vivace. Et puis par ailleurs, j'ai un peu évoqué en filigrane toutes les écoles alternatives, quoi, des demandes en fait qui sont très fortes aujourd'hui, d'écoles où on apprendrait aussi la musique, où les enfants seraient plus à l'air libre, où il y aurait plus de cours de sport, où on expérimenterait plus, où oui, l'expérience et l'observation auraient une place plus grande. Ça me paraît quand même très, très, très vivace aujourd'hui. Il y a une autre réalité qui semble assez frappante aujourd'hui, je ne sais pas si tu partages ce point de vue-là d'ailleurs, c'est qu'on a le sentiment, en observant comme ça le débat public, qu'il y a quand même aujourd'hui une sorte de climat assez acrimonieux, assez tendu au sein même du monde intellectuel, à son cœur même, puisqu'il y a des énormes polémiques, querelles infernales sur la position de chaque intellectuel par rapport à tel sujet, l'identité, le multiculturalisme. On voit il y a des débats comme ça politiques, mais dont le monde intellectuel est évidemment porteur, au point que certains s'insultent vraiment. Enfin, je veux dire, l'injure aujourd'hui est une pratique aussi qui existe. Je veux dire, pas que sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est une évidence. Certains d'ailleurs se sentent un peu comme ça, un peu libérés et insultent leurs collègues. Comment tu comprends ce climat-là un peu fort? Est-ce qu'il est lié peut-être à l'ère du temps? Comment comprendre cette guerre un peu de tranchées, au-delà même de la question de l'islamo-gauchisme, etc. On voit bien qu'il y a beaucoup d'enjeux, mais dans le ton, il y a quelque chose de fort. Pour moi, il n'y a rien de nouveau, à vrai dire, parce que tout comme le conflit fait partie de notre culture démocratique, le dissensus est vraiment au cœur des pratiques savantes. Et ce qu'on appelle la disputatio, mais de manière plus large, la polémique et la controverse sont vraiment en fait ce qui fait que la science peut exister. Quand on pratique un petit peu l'histoire des idées et quand on s'intéresse, ne serait-ce sans aller très loin, qu'au XIXe siècle, on peut observer l'extrême violence des débats de l'époque. Et je peux t'assurer que ça n'a rien de commun avec la violence d'aujourd'hui. C'est bien plus fort. Entre Sartre et Camus, par exemple, pouvait être un peu un symptôme de ça, dans les années 50. Ah oui, alors il y a les polémiques publiques, mais ce matin, j'étais à Montpellier dans un colloque sur la revue Romagna, qui est une revue de la fin du XIXe siècle, qui est créée notamment contre la valorisation par les Allemands de la philologie romane. Et moi, j'ai travaillé en fait sur des échanges de lettres privées entre les auteurs de cette revue Romagna, qui est une revue savante, avec des savants très très dignes, enfin des contributeurs très très dignes. Alors vous n'imaginez pas comme ça s'insulte. C'est d'une violence mais inouïe, absolue. Jamais aujourd'hui on n'oserait, entre collègues, entre pairs, s'adresser les uns aux autres comme ça. Et les gens s'adressent comme ça, mais ça ne brouille pas leurs relations. C'est-à-dire que ça n'empêche pas les articles de paraître dans la revue, ça ne les empêche pas ensuite de continuer à contribuer à la revue, etc., et de se saluer. On n'a pas idée de ça. Donc, il me semble que on se trompe un peu quand on croit qu'on est toujours la pointe avancée de quelque chose, de la violence, etc. Ma propre expérience de la recherche me laisse penser que peut-être au contraire il y a une atténuation dans les rapports, et peut-être que finalement c'est pas bon signe, j'en sais rien. Voilà. Ce qui change en fait, ce sont tout simplement les supports. C'est qu'aujourd'hui, tu as parlé des réseaux sociaux, la moindre escarmouche devient publique, elle devient virale, et tout ça constitue une caisse de résonance incroyable. Est-ce qu'il t'arrive de détester certains intellos? Avoue-le. Je voudrais d'abord savoir qui ils sont, parce que c'est vrai qu'on a du mal, à les identifier. Non, moi, ce que je déteste surtout parfois, c'est des figures de pouvoir ou des figures d'autorité qui, pour moi, sont usurpées.
Mais je ne vais pas te demander des noms quand même, ça se fait pas. Non, à vrai dire, je ne saurais même pas qui citer. Mais des figures qui ont... non, je ne vais pas en citer. Des figures, disons, qui ont acquis une centralité médiatique et éditoriale extrême, qui parfois se réclament d'ailleurs de la gauche, voire de l'extrême gauche, mais qui, pour moi, n'ont pas énormément de fond, qui ferait mieux de travailler, en fait, qui ferait mieux de retourner en bibliothèque. Un peu comme dans la scène avec Matthew McConaughey, s'enfermer dans des pièces sombres, démouler des trucs de leur cerveau. Ouais. Des questions dans la salle, des remarques, des interpellations, parce qu'on arrive au bout de l'heure, on a encore la possibilité de prendre des questions. Je ne sais pas s'il y a un micro qui traîne. Est-ce que tu pensais à Michel Onfray, par exemple là, Oui, il y a un chapitre sur Michel Onfray. On était un certain nombre à avoir vu qu'il virait vraiment à l'extrême droite. Il vient de faire un débat avec Éric Zemmour au Palais des Congrès. Oui, ça, c'est peut-être presque pas le pire, en fait. Okay. Ce qui, je trouvais le plus dommage chez lui, c'est qu'il s'est construit une espèce de posture. Dans le livre, je l'analyse en détail. Je dis qu'elle est valésienne, parce qu'il est un grand lecteur de Vallès. Alors, il y a beaucoup d'autobiographies aussi. Souvent, les anti-intellectualistes se mettent en scène. Ils ont besoin de raconter leur vie pour prouver qu'ils ont une légitimité anti-intellectualiste. Donc, lui, il va raconter sa vie, son rapport à son papa, sa maman, etc., ses frustrations. Il en a beaucoup après l'éducation nationale. Bref, lisez le livre, vous verrez ce que je pense de Michel Onfray. Tu t'intéresses aussi à Michel Houellebecq aussi, oui, en fait, figure intéressante de ce point de vue-là. Figure très intéressante, Michel Houellebecq, parce que lui, il vient de la gauche. Il vient de la gauche. Il a écrit, d'ailleurs, j'hésitais à en parler, un texte intéressant sur Jacques Prévert. Jacques Prévert est un con. Et donc, il se sert de la figure de Prévert, le poète, je mets des guillemets, droit de l'homiste, selon lui, pour attaquer les intellectuels de manière générale et construire sa propre posture un peu en décalage, y compris sa posture de poète, parce qu'on oublie que Houellebecq est aussi un poète, et pas un mauvais poète à l'origine. Jacques Prévert est un con. Jacques Prévert est un con, oui. Je crois que c'est dans un recueil qui doit s'appeler Intervention, mais j'ai plus le titre là en tête. Des questions? Est-ce que vous détestez les intellos? Est-ce que certains pourraient l'assumer? Monsieur, madame, je ne vois rien. Monsieur. Bonsoir. Juste une question plus ou moins historique. Si on compare les lectures, par exemple, Obama avait Harari et Staline avait les possédés, quoi. Donc, si on compare les deux, qu'est-ce que vous en tirez? Oula, votre question est complexe, mais l'allusion en posée... C'est une évolution. Ouais. Ça pose la question là, c'est une question complexe. Je regarde Françoise Gaillard, mais parce que c'est la question de la valeur en littérature. C'est la question de la valeur. Qu'est-ce qui nous fait dire aujourd'hui que Dostoïevski est supérieur? Ce sont des processus qui sont assez complexes, de canonisation, fondés sur une certaine conception du style, etc., et pas que. Mais là, du coup, ça obligerait à apporter des jugements de valeur. Ce qui est plus intéressant, c'est la position, en fait, que ces auteurs occupent par rapport au pouvoir et la manière dont le pouvoir va les instrumentaliser, pourquoi, à quel moment mettre en avant tel auteur, etc. Personnellement, je suis assez opposée au discours de dégradation. C'était mieux avant. Avant, il y avait Dostoïevski, maintenant, il y a... Bon, est-ce que c'était mieux avant? Non, c'était juste différent. À mon avis, on a des leçons à tirer du passé. Mais je ne sais pas bien comment répondre à votre question. Michel Foucault avait écrit un texte à l'époque, il y a longtemps, qui s'appelait « Il faut défendre les intellectuels ». Comment analyser, comprendre cette invitation aujourd'hui, 30 ans plus tard? C'est sûr qu'il faut les défendre. Ça. En tout cas, il faut défendre, je dirais, les professions intellectuelles au sens large. Commencer peut-être, là ça va paraître corporatiste, mais bon, il me semble que c'est tout de même important, par arrêter de supprimer massivement les postes dans l'enseignement, arrêter de faire travailler des enseignants contractuels qui parfois d'ailleurs sont sous-diplômés, faire en sorte qu'on puisse avoir une éducation décente, des facs qui craquent pas, où il y a du papier toilette et du savon, ça peut être pas mal aussi, surtout en période de crise sanitaire. Faire en sorte peut-être que
les enseignants qui ont quand même le futur de la jeunesse entre leurs mains puissent se sentir un peu socialement valorisés. Et puis pas que, quoi, les politiques de recherche qui sont pas des politiques de casse, qui permettent aux gens de trouver des choses. Moi, je trouve ça assez fabuleux ce que la France arrive à faire en termes de réussite avec le peu de moyens qu'elle donne à ses troupes. Je trouve ça incroyable, en fait. Quand je vois les médailles, enfin toutes sortes de récompenses que les Français arrivent encore à avoir, alors qu'en fait, les moyens sont très, 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 très limités. Alors, à défaut de les détester, aimons-les, les intellos. Soyons critiques, c'est important aussi, la critique, soyons aussi critiques, mais voilà, il y a un juste milieu. Il y a une question, pardon. Merci. Vous nous avez bien démontré qu'il y avait, au-delà de la détestation des intellos, deux vrais camps qui se battent à travers l'histoire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce qu'il y a vraiment une continuité dans cette lutte intellectuelle, anti-intellectuelle, ou est-ce qu'elle est exacerbée par un système, je pense notamment à tous les débats qu'on a eus d'intellectuels sur la période Covid, qui n'était pas forcément, ce débat n'était pas forcément mis en avant anti-intellectuel il y a 10 ans. Étant scientifique, moi je vois l'exacerbation qu'il y a eu pile au moment du démarrage de la crise Covid, ce que j'ai jamais eu dans mon milieu scientifique international. Donc est-ce qu'il y a vraiment une notion où il y a vraiment un contexte particulier, c'est politique ou c'est social, ou est-ce que c'est vraiment un phénomène continu? Ah oui, c'est les deux en fait. Il y a à la fois une vraie continuité, et cette continuité, elle est perceptible pour nous quand on travaille par exemple sur des sources imprimées, comme je l'ai fait, dans la récurrence des images, ce que moi j'ai appelé une grammaire. En fait, il y a des termes qui reviennent, il y a des figures qui reviennent. Par exemple, 19e, 20e siècle, c'est l'opposition entre l'intellectuel d'un côté et le soldat de l'autre qui va revenir. Il y a un imaginaire. L'opposition que j'ai présentée en début de propos entre la terre et le ciel. Ça va revenir. Il y a des citations qui reviennent. C'est toujours la même citation. La citation de Barrès sur l'intelligence, elle revient chez des gens très très différents, aussi bien à gauche qu'à droite. Donc de ce point de vue-là, il y a une vraie continuité imaginaire, lexicale, etc. Et en même temps, il y a une série de crises. Il y a plein de crises. Et cet anti-intellectualisme, il se manifeste à l'occasion de crises. J'évoquais l'affaire Dreyfus, on pourrait évoquer la crise de la Nouvelle Sorbonne, on pourrait évoquer la crise poujadiste, on pourrait en évoquer plein. Sauf qu'il y en a tellement des crises que finalement, il y a presque une continuité des crises, vous voyez. Et c'est ça aussi qui m'a intéressée dans le livre, c'est que la France, on a tendance à donner une version du récit national où finalement, c'est la France intellectuelle qui a vaincu les crises et qui est sortie, en fait, grandie en fait, de ces crises. Mais en fait, il y a tellement de crises qu'on se demande en fait, qui est le vainqueur et qui est le perdant. En fait. C'est tout simplement, mon hypothèse, que la démocratie en fait, se nourrit de ces crises. Voilà. Donc, l'avenir dira si la crise Covid et les controverses qu'elle a suscitées est une crise de plus en fait, dans cette série de crises. Oui, merci pour ce beau parcours historique. Informé et qui était assez passionnant. Sauf que, et c'est là où je serai, mais je n'ai pas le temps de discuter avec vous, ça prendrait beaucoup de temps, mais j'espère avoir le plaisir de le faire en d'autres lieux. C'est peut-être sur l'extension que vous donnez au mot intellectuel. Le mot intellectuel, tout le monde le sait, est né avec l'affaire Dreyfus. Il est né avec l'affaire Dreyfus de manière péjorative, on le sait, on a traité d'intellectuels ceux qui ont pris parti pour Dreyfus. Mais qu'est-ce que c'était l'intellectuel? C'était quelqu'un, un écrivain comme Zola, ou un professeur, etc., qui sortait de son champ de compétences pour entrer dans l'espace public. Et pour moi, un intellectuel, ce n'est pas un professeur. Ce n'est pas comme les Américains appellent un académique. Un professeur est un professeur. Ce ne sont pas tous les travailleurs de l'intelligence ou de l'esprit qui sont dans les bibliothèques, dans leurs bureaux, qui sont au CNRS ou ailleurs. Ce sont des gens qui font travailler leur intellect. Mais ce ne sont pas pour moi des intellectuels. Je reviens à l'affaire Dreyfus. Ils sortent de leur champ de compétences, et Sartre l'a reprise là, en disant sortir de son champ de compétences, le contraire même de l'expert, pour entrer dans le débat public, dans l'espace public. Et ce sont les grandes figures qui ont fait, d'une certaine manière, la réputation de la France. Bon, d'ailleurs, Bindal ne parlera pas d'intellectuel, mais de clerc, parce qu'il vise plutôt
les professeurs, les Sorbonnards, etc., qui ont leur propre débat. Parfois, il apparaît dans des revues, mais qui ne sont pas nécessairement grand public, sauf la revue des Deux Mondes. Donc, là où j'en viens, ce qui a fait la réputation de la France, c'est quoi? Je prends l'après-guerre, je pourrais prendre avant. C'est Aron, c'est Sartre, c'est Foucault, c'est Bourdieu, tous ceux qui sont sortis justement dans l'espace public. On pourrait dire aujourd'hui que d'une certaine manière, Bernard-Henri Lévy, Hulmien, agrégé de philosophie, on peut le critiquer, de ce point de vue-là est un intellectuel. Finkielkraut, normalien, agrégé de littérature, est un intellectuel au sens où je l'entends. Et dans l'entre-deux-guerres, il y en avait, vous en avez cité, il y avait Brasillac, il y avait... Bon, voilà. Mais vous voyez, pour moi, je le limiterais non pas à tous les travailleurs de l'intellect, mais véritablement à ceux qui passent dans l'espace public. Alors maintenant, ce ne sont plus les journaux, c'est les plateaux de télé. Alors on recrute peut-être dans les fonds de tiroir, hein. Ça c'est un autre problème, hein. Ce n'est pas toujours les Sartre, les Bourdieu, les Aron. Il y a les fonds de tiroir. Mais pour moi c'est ça. Oui. Votre définition. Excusez-moi, c'était pour avoir un débat avec vous. Oui, non, mais votre définition, vous l'avez rappelé, c'est la définition dreyfusarde. C'est une définition de l'intellectuel. Il y en a d'autres. Moi, je me reconnais plus dans celle de Gramsci, qui fait que. Oui, oui, bien sûr, mais il dit l'intellectuel, finalement, c'est tout un chacun, c'est celui qui a la capacité de penser, donc c'est tout homme. Et on a tous, en fait, cette tension en nous. J'ai évité... Ouais. Ou Jacques Rancière, qui est ou Rancière, bien sûr. Moi, je voulais éviter justement de focaliser, de commencer d'abord cette histoire de l'anti-intellectualisme à l'affaire Dreyfus, et de focaliser sur cet épisode-là, parce que c'est justement à cause de lui qu'on a la sensation souvent que la France est le pays des intellectuels. Et s'empêcher d'envisager la période qui précède, c'est ne pas comprendre complètement ce qui se joue, peut-être pendant l'affaire Dreyfus, puisqu'il est évident que les acteurs, intellectualistes comme anti-intellectualistes, sont tous nourris de Proudhon et de bien d'autres penseurs. Donc ça me semblait intéressant pour comprendre ce qui se joue là, de prendre les choses dans une histoire vraiment longue. Vous avez raison, parce qu'on peut remonter à Voltaire, c'est toujours dans le sens où C'est les gens de lettres, il y a Voltaire, mais il n'y a pas que des... En fait, les choses sont plus compliquées dans le détail, parce qu'on voit que dans les polémiques, il y a des superpositions. Effectivement, ceux qui sont attaqués sont souvent ceux qui sont sur le devant de la scène, mais pas toujours. Et puis, moi, ce que je défends aussi comme méthode, c'est que les polémiques, il faut les étudier dans le détail. Hein, c'est-à-dire, voilà, aller vraiment regarder qui s'affronte et ce qu'il y a aussi de sociologique en jeu. C'est-à-dire, souvent, on peut le dire un petit peu vite, mais c'est des phénomènes de frustration, de ressentiment. Un tel qui aurait bien voulu être un intellectuel médiatique, mais qui ne va pas l'être, ou qui aurait bien voulu avoir accès à telle tribune et qui ne l'a pas eu, etc. Donc, dans mon livre, j'essaie justement, et c'est justifié, évidemment, vous l'imaginez bien, d'envisager un maximum de définitions de l'intellectuel, que ce soit l'intellectuel spécifique à la Foucault, l'intellectuel révolutionnaire, etc., et de voir comment ça se passe. Mais je suis vraiment convaincue que ce partage entre intellectuel et manuel, il est fondamental pour comprendre l'histoire longue de l'anti-intellectualisme. Excusez-moi, j'ai une question. Excusez-moi, juste une petite question. Je suis en haut. Je ne vois pas, en fait. Tout là-haut. Okay. Ma question est simple. Faut-il séparer l'homme de l'intellectuel? Je trouve que c'est une question simple. C'est mon problème. Ouais. L'homme de l'œuvre, l'homme de ses actes. Oh là là, c'est dur Marseille, hein. Moi je pensais qu'on allait parler Kenny Arcana, tout ça, on allait rigoler ensemble. Faut-il séparer l'homme de l'intellectuel? Je ne sais pas. Voyez tout à l'heure aux questions que m'a posées Jean-Marie, je pense que je n'ai pas répondu en intellectuel, ce que je ne suis pas d'ailleurs, je ne me considère pas du tout comme ça, plutôt comme une chercheuse. Mais en même temps, j'étais obligée de faire des réponses de citoyennes aussi et d'individus, notamment sur le grand débat d'Emmanuel Macron. Donc, est-ce qu'on peut vraiment le séparer? Il y a des superpositions dans nos propres identités aussi. Hein. Et puis on mobilise telle ou telle identité. Voilà, c'est peut-être la réponse insatisfaisante que je vous ferai. C'est un peu la question que j'allais poser, mais je la reprends autrement. Depuis la Révolution française, vous en avez parlé, jusqu'à l'affaire Dreyfus, en passant par la Première Guerre mondiale, la Deuxième, jusqu'à maintenant, jusqu'aux philosophes
intellectuelle médiatique, je n'ai pas entendu l'intervention de philosophes femmes. Ah si, je peux. Alors, c'est une très bonne question. Oui, il y a très peu de femmes anti-intellectualistes. Très, très peu. Pourquoi? Je vous coupe dans votre question, peut-être. Allez-y, pardon. La première réponse que je me suis donnée, c'est que l'accès à ces études-là était peut-être encore une marche plus haut par rapport à l'éducation nationale, à cette époque-là. Mais depuis une cinquantaine d'années, donc juste l'après-guerre, il me semble que c'était accessible quand même pour qu'il y ait des figures philosophiques, médiatiques, des voix audibles des femmes philosophes sur ces sujets-là. Alors, en fait, il y a très peu d'anti-intellectualistes femmes longtemps parce que les femmes ont plutôt prétention à s'imposer comme intellectuelles ou à faire valoir leur capacité à penser. Donc, il y en a longtemps très peu. Et puis, il y a quelques voix peut-être discordantes, mais vraiment infimes, qui émergent, et parfois sur soit le versant esthétique. Je pense à Colette, par exemple. Il y a des éléments d'anti-intellectualisme chez Colette, écrivaine. Voilà, elle va mettre en scène sa proximité avec la vie animale, par exemple, des choses comme ça, mais c'est vraiment très, très diffus et pas très marqué. On en retrouve aussi un peu dans la culture populaire. Dans mon livre, j'évoque rapidement Sheila. C'est après mai 68, une chanson qui s'appelle Petite fille de français moyen, qui est le prolongement d'une certaine manière de L'école est finie, et où elle dit voilà, les musées, tout ça, c'est pas trop pour moi. Moi, je suis qu'une petite fille de français moyen, et elle développe tout un imaginaire anti-intellectualiste. Il y en a aussi un petit peu dans la période plus récente, chez Diams. La boulette, me demande pas si j'ai le bac, j'ai que le rap. Voilà, donc peu de figures. Là, je me creuse la mémoire. Ce qu'on peut dire surtout, c'est que, par contre, chez les anti-intellectualistes, la femme est un véritable repoussoir. Et dans l'imaginaire anti-intellectualiste, l'intellectuel est toujours présenté comme femme. Il est présenté comme féminin dès l'époque romantique. Évidemment, ce n'est pas un compliment. Et donc, on va retrouver ça, la dévirilisation et la féminisation de l'adversaire en la personne de l'intellectuel. Ça, par contre, c'est très, très, très fort. Chez les anti-intellectualistes qui sont très souvent misogynes, qui soient de gauche et d'extrême gauche comme Proudhon, ou qui soient de droite et d'extrême droite comme des gens comme Maurras, Édouard Baird, etc. Donc ça, c'est vraiment très fort, cet imaginaire. On est bon, on va dîner, on s'arrête. Oui, c'est peut-être l'heure okay. de dîner. Eh ben, merci infiniment, Sarah El-Matari. Non, merci Sarah, merci. Je rappelle le titre de son livre, La haine des clercs, donc c'est paru au Seuil, livre à recommander.